Je suis docteur Patrick Nkouen, économiste, administrateur général des services financiers. Voilà, c'est tout. Depuis quelle année vous avez fait votre entrée au Trésor public? Je suis entré en 92. J'ai fait l'ENA de 90 à 91. Je suis entré au Trésor en 92, en mai 92. Et quelle fonction occupez-vous à cette période au Trésor public? Bon, quand je suis entré au Trésor en tant que major de la section cycle supérieur Trésor, j'avais le choix entre beaucoup de services, mais j'ai choisi délibérément la sous-direction de la centralisation et de l'informatique. Notre rôle était de corriger les comptabilités qui venaient des postes comptables pour les saisir dans la machine pour éditer la balance. Voilà un peu ce que j'ai fait. Et puis après, je luttais pour aller à la direction du Trésor et des affaires monétaires et bancaires. Là-bas, j'ai fait plusieurs années là-bas avant d'être nommé DAF, au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique pendant 1 an et demi. Et puis après, au retour au Trésor, j'étais à la DGE, général pour l'étranger, avant d'être nommé conseiller technique. D'accord. Ok, nous sommes ici dans le cadre du centenaire du Trésor public de Côte d'Ivoire. Et voilà, nous sommes tentés de vous poser la question suivante, le miracle ivoirien. Le miracle ivoirien, est-ce que vous pouvez nous parler de cela? Oui, la Côte d'Ivoire a connu pendant pratiquement 20 ans, 2 décennies, de 1960 à 1978, une croissance économique continue. Un pays qui connaît une croissance économique continue de près de 7% en moyenne, en valeur réelle. C'est-à-dire, en valeur réelle, on enlève l'effet de l'inflation. Ce n'est pas en valeur nominale, en valeur réelle. C'est-à-dire qu'en nominal, ça doit être plus, mais en valeur réelle, c'est 7,4%. Le gouvernement de l'époque avait fixé comme objectif une croissance moyenne de 8%. On arrivait à 7,4% en moyenne. C'est un record dans le monde. Ça fait partie des records dans le monde. C'est pourquoi on appelle ça un miracle ivoirien. Qu'est-ce qui a participé à ce miracle ivoirien? Ce miracle ivoirien a été occasionné par conduit et réalisé grâce à l'intervention massive de l'État de Côte d'Ivoire dans la conduite de la politique économique en matière de fonctionnement et d'investissement. L'État intervenait notamment par le Trésor public au niveau de tous les dépenses de fonctionnement. Au niveau des dépenses d'investissement, l'État, le Trésor participait à 3 niveaux. Le Trésor public était scindé en plusieurs entités en matière d'investissement. Il y avait l'accès à caisse autonome d'amortissement qui empruntait à l'extérieur pour financer l'investissement public. Il y avait également la caisse de stabilisation
qui stabilisait les prix aux producteurs et qui réalisait les excédents budgétaires pour contribuer au financement des investissements. Puis il y avait le trésor public. Mais il y avait également certains fonds spéciaux, le fonds de l'hydraulique, le fonds de l'assainissement, et puis d'autres fonds. Donc le budget de Côte d'Ivoire était géré de manière, je peux dire, singulière, étant donné qu'il y avait plusieurs interventions. En plus du trésor, il y avait d'autres interventions en matière de financement des investissements. Donc tout ça, ça a contribué au miracle ivoirien. Mais la chose la plus importante à retenir, c'est que le financement de l'investissement public par l'État de Côte d'Ivoire était fait de manière par un mécanisme de ce qu'on appelle la macroéconomie, une stabilisation à la hausse de la conjoncture. Qu'est-ce que ça dit? Ça dit que l'économie ivoirienne, comme les économies africaines, était un peu liée, dépendante des exportations des matières premières, notamment de la paix café-cacao. Donc, les cours mondiaux de ces deux produits, quand les cours étaient à la hausse, ça profitait beaucoup à la Côte d'Ivoire. Quand les cours étaient à la baisse, ça désavantageait la Côte d'Ivoire. Mais qu'est-ce que la Côte d'Ivoire a fait? Contrairement au Cameroun, la Côte d'Ivoire avait mené une politique procyclique en période de vaste grâce, quand les coûts étaient à la hausse, il y avait beaucoup de recettes budgétaires qui rentraient. On profitait pour financer beaucoup de programmes d'investissement pour assurer la croissance économique. En période de vaches maigres, quand les coûts étaient à la baisse, on devait s'aligner, mener une politique procyclique, c'est-à-dire diminuer les dépenses de l'État. Ce n'est pas le cas. En cas de vaches maigres, quand les coûts des produits primaires, des matières premières exportées, café, cacao, descendaient sur le marché mondial, au lieu de diminuer les dépenses de l'État de Côte d'Ivoire, les pouvoirs publics à l'époque maintenaient les dépenses publiques à un haut niveau, ce qu'on appelle la stabilisation à la hausse. Alors vous allez me demander où l'État gagne l'argent, étant donné que les coûts de café et cacao ont diminué, où l'État gagne l'argent pour financer le différentiel. Eh bien, l'État empruntait. L'État empruntait. L'État de Côte d'Ivoire s'est beaucoup endetté pour boucher les trous en cas de vaches maigres. Quand les coûts chutaient, au lieu que l'État s'ajuste à déterminer une politique anticyclique, c'est-à-dire maintenir le niveau élevé des dépenses publiques pour maintenir la croissance économique. Donc, ça a permis d'expliquer le fort taux de croissance économique pendant 18 ans, de 1960 à 1978. Ce n'est pas tous les jours, toutes les années que les coûts des matières premières étaient élevés. Il y a eu des années, par exemple, de 72 à 74, les coûts ont chuté, mais l'État continue à maintenir haut le financement de l'investissement. Ça a permis d'assurer toujours la croissance économique. Donc voilà un peu ce que l'État faisait. L'État menait une politique procyclique en cas de hausse des coûts des matières premières et menait une politique anticyclique en cas de baisse
des coûts des matières premières. Tout ça pour maintenir à la hausse la stabilisation de la conjoncture et financer toujours des investissements, parfois un taux de croissance élevé. Donc, si nous pouvons résumer, cette période a été marquée par une stabilité politique, budgétaire expansionniste, et une forte centralisation de la trésorerie. Voilà. Et une forte intervention de l'État dans l'économie, étant donné que le secteur privé était débutant, n'a pas assez de ressources pour financer le développement. Donc l'État était obligé de tout faire, les infrastructures économiques et sociales, l'administration, le financement du développement. L'État était le moteur de la croissance économique. D'accord. Ok. Donc, de 1963 à 1979, la Côte d'Ivoire a connu ce qu'on appelle le miracle ivoirien. Mais dans la période de 1980 à 2000, il y a eu, ont été marqués par la chute des matières premières, une crise de la dette et des programmes d'ajustement structurel inspirés par le FMI et la Banque mondiale. Comment peut-on expliquer un pays qui, connaît un miracle, et puis au bout d'une décennie, ce pays, bascule au point où le pays est contraint, des ressources de l'État sont dévaluées. Voilà, le franc CFA est dévalué. Pouvez-vous nous expliquer ce qui a causé cette chute-là? Merci beaucoup de la question. Tout à l'heure, j'ai expliqué que l'État était en avant-garde, était le moteur, était le pionnier de la croissance économique par ses interventions massives dans l'économie. J'ai dit également que l'État faisait une stabilisation à la hausse de la conjoncture. En cas les années de vaches maigres, au lieu que l'État diminue ses dépenses, l'État maintient toujours à la hausse ses dépenses. Ça, nous l'avons compris, vous l'avez expliqué. Maintenant, ça déconvient. L'avantage, c'est le miracle. La croissance continue pendant 18 ans, 60-78. L'inconvénient, c'est que l'État s'est beaucoup endetté. L'État s'est endetté. Donc, de 1978 à 1981, il y a eu 3 concours de circonstances malheureuses pour la Côte d'Ivoire et pour beaucoup de pays africains. Première conséquence malheureuse, c'est la chute des cours de café-cacao. Par exemple, dans la seule année 78, en moins de 12 mois, le cours de café a été divisé par 3, a chuté de manière brutale. Le cours de cacao a été divisé par 3 dans la seule année 78. C'est un côté pour le cacao. Deuxièmement, la plupart des emprunts contractés pendant 15 ans, pendant 18 ans, est arrivé à échéance. Il fallait rembourser. Or, les ressources sur lesquelles comptait la Côte d'Ivoire pour rembourser avaient diminué, étant donné que le cours du café-cacao avait chuté. Troisièmement, il y a eu une crise pétrolière en 1979. La plupart, la Côte d'Ivoire à l'époque n'était pas productrice de pétrole. Donc, les importations ont augmenté par rapport aux exportations. La balance commerciale, la balance des paiements était déficitaire. Mais quatrièmement, la chose la plus importante,
Quatrièmement, ce que je vais dire maintenant, les cours du dollar, à l'époque, il n'y avait pas l'euro. Et toutes les dettes, tous les emprunts des pays pauvres étaient remboursés en dollars. Or, le cours du dollar avait augmenté. La Côte d'Ivoire, la dette de la Côte d'Ivoire a été multipliée par plusieurs, étant donné que la dette était indexée sur le dollar. Donc, si le dollar monte, la dette monte. Le coût de remboursement, le service de la dette flambe avec le coût du dollar. Donc, vous voyez, 4 événements, 4 circonstances, 4 concours de circonstances qui ont été malheureux pour la Côte d'Ivoire. Oui, excusez-moi, en tant qu'économiste, que pensez-vous du fait qu'un pays qui a connu un miracle ivoirien, un miracle en tant que tel, peut-il, je veux dire, s'endetter pour pouvoir faire face à des crises, alors que, bon, en fait, nous, le commun des mortels n'arrive pas à comprendre, je veux dire, la politique. En tant qu'économiste, que pensez-vous de ce que j'ai expliqué? Quand on mène une politique conjoncturelle, elle peut être procyclique ou anticyclique. Procyclique, quand les coûts des matières premières montent, augmentent, c'est normal que l'État fasse beaucoup de dépenses publiques. Mais quand les coûts baissent là, étant donné le café cacao, c'est notre principal ressource d'exportation. Quand les coûts baissent, l'État devait diminuer ses dépenses. Or, l'État ne faisait pas ça. L'État empruntait pour couvrir le vide et financer l'investissement pour assurer la croissance. Est-ce que c'était une bonne politique? En fait, la question que nous posons, vous êtes économiste parce que c'est en cela aussi que vous pouvez, je veux dire, faire pour la jeune génération aussi des suggestions dans ce sens-là. Est-ce que c'était à cette époque, en tant que votre œil d'économiste, est-ce que c'était la meilleure façon de pouvoir... Ce n'était pas mauvais en tant que tel si il n'y avait pas de questions de gouvernance financière interne. Voyez-vous, en 1977, l'esprit de G77 c'était ça. Le président Oufou a constaté que les ressources obtenues difficilement pour financer la croissance, l'investissement économique et la croissance étaient mal gérées. Donc, les dettes garanties, les dettes avalisées par l'État, je vous dis, dans la dette de la Côte d'Ivoire, une grande partie n'était pas contractée par l'État, était contractée par les privés, mais avalisée par l'État. En cas où les privés ne pouvaient pas rembourser, l'État remboursait. Ça, le FMI interdit ça. Deuxièmement, beaucoup d'entreprises, des sociétés de l'État étaient mal gérées. Donc, à partir de 1977, 1978, les pouvoirs publics ivoiriens ont pris beaucoup de mesures d'assainissement des finances de l'État. Une des mesures, par exemple, c'est la création des conseils d'administration. Avant 1978, il n'y a pas de conseil d'administration. Un DG d'une société pouvait gérer comme il voulait. Et maintenant, en 1977, on a instauré pour chaque EPM, pour chaque société, un conseil d'administration. Le conseil essaie de donner son avis sur le ODG. On a instauré également des contrôles budgétaires qui n'existaient pas avant. On a instauré des contrôles budgétaires. Le gouvernement de Côte d'Ivoire, les pouvoirs publics de l'époque, n'ont pas croisé les bras face à la crise économique. Ils ont essayé de faire mais
Ça n'a pas suffi pour arrêter la crise. C'est pourquoi on a eu recours au programme d'ajustement structurel à partir de 1981. Ça veut dire que le gouvernement ivoirien, l'État de Côte d'Ivoire, prend des mesures pour arrêter la crise. Mais ces mesures n'ont pas suffi pour arrêter la crise. On a été obligé de faire appel au programme d'ajustement structurel inspiré par le FMI et la Banque mondiale à partir de 1981. Parce que la Côte d'Ivoire s'en sortait plus. La dette publique a été multipliée par, je crois, 19. Le FMI, bon, d'abord pour les gens. On va corriger et puis après. Pour les gens, Bon, ok, docteur, tout à l'heure, voilà, vous avez donné des chiffres relativement au remboursement. Il a dit que la dette de l'État a été multipliée par 4. D'accord, vous reprenez ça de manière. Voilà. Donc, comment, je veux dire, qu'est-ce qui a contribué à enfoncer l'État dans la gestion justement de cette crise? J'ai vu 4 causes. La première cause, c'est que les emprunts contractés de 60 à 75 à 78, beaucoup d'emprunts étaient arrivés à échéance. Il fallait rembourser. Or, ces emprunts étaient indexés sur le dollar. Le dollar montant, eh bien, les emprunts en cours de remboursement, en service de la dette. Deuxième cause, c'est que le dollar était également la monnaie de facturation des importations. Donc, les importations avaient augmenté par rapport aux exportations. Donc, il y avait une espèce de déséquilibre de la balance des paiements. Troisième chose, c'est que un choc pétrolier en 1979. La Côte d'Ivoire à l'époque n'était pas pays producteur de pétrole. On importait du pétrole. Donc, le choc de 1979 va augmenter le coût des importations. Ça a déséquilibré également la balance des paiements. Puis cinquièmement, quatrièmement, il y a eu également la chute des coûts des matières premières. Je l'ai eu à le dire. Le coût du café a été divisé par 3 en 12 mois, en 78. Donc la Côte d'Ivoire ne peut pas faire face à ces remboursements. Et aujourd'hui, la dette publique, 2 tiers de la dette publique, c'est des dettes garanties ou avalisées par l'État. Donc l'État devait, comme les gens qui ont causé ces dettes ne peuvent pas rembourser, l'État est obligé de rembourser. Donc tout ça a augmenté l'endettement de l'État. L'État ne peut plus s'en sortir. Alors, le gouvernement de l'époque a décidé d'assainir un peu les finances publiques. On a mis des mesures de rigueur budgétaire en créant des conseils d'administration pour superviser la gestion des SODE, des sociétés d'État et des EPR. C'était de gros trous financiers pour l'État. La plupart des EPR et des SODE étaient déficitaires. L'État devait à chaque fois envoyer des subventions par le Trésor. Donc, l'État a institué la création des conseils d'administration. L'État a également institué la création des contrôles budgétaires. Donc, les contrôles budgétaires devaient suivre un peu le budget, la gestion budgétaire des EPL et des OD. On a un ensemble de mesures prises par l'État. Mais ça n'a pas suffi pour arrêter la crise. La crise a continué.
à tel point que le déficit de la dette publique a été multiplié par 5, de 75 à 79. Et par 4, de 75 à 79. Le déficit budgétaire a été multiplié par 5, de 75 à 80, en passant de 2% à 12%, et même à 18% à 80%. Donc, voyez-vous un ensemble de situations malheureuses. Bon, ok. Face à cela, justement, de 1980 à 2000, comme on a eu à dire, il y a eu des réformes clés. Et des réformes clés, notamment l'introduction de la comptabilité publique moderne, ASTEC qui a eu un caractère structurant des services du Trésor. Nous avons également aussi eu la décentralisation progressive de la gestion financière, le début de l'informatisation des services et la gestion des passes, privatisation, vous l'avez dit, dissolution des SODE et voilà. Malgré, je veux dire, tout ça, les programmes d'ajustement structurel qui ont été mis en place par le FMI et la Banque mondiale, la Côte d'Ivoire a connu une dévaluation du franc CFA. Comment pouvons-nous expliquer cela? La dévaluation, je le dis, c'est la mesure extrême en matière d'ajustement structurel. Parce que quand un pays a une crise financière, que le pays s'adresse aux institutions des personnes groupes, le FMI, la Banque mondiale, on parle de mesures de stabilisation. La stabilisation macroéconomique consiste à diminuer les dépenses de l'État. Il y a deux sortes de dépenses. Les dépenses de fonctionnement et les dépenses d'investissement. Il faut les diminuer, il faut comprimer les dépenses de l'État pour assainir un peu les finances publiques. Deuxième catégorie de mesures, c'est au niveau de l'offre. Il faut restructurer l'économie pour que la production instaurer la compétitivité de l'économie, pour accroître les exportations et équilibrer la balance des paiements. Mais dans le cas de la Côte d'Ivoire, comme de beaucoup de pays africains, on s'est appesanti davantage sur une politique budgétaire restrictive, c'est-à-dire comprimer les dépenses de l'État. On s'est également appesanti sur une politique monétaire restrictive, c'est-à-dire diminuer la masse monétaire en circulation de l'économie. Ça là, il y a un avantage. C'est que ça a permis d'équilibrer un peu les dépenses de l'État, c'est-à-dire diminuer la dette de l'État, diminuer également l'inflation. Mais l'inconvénient principal, c'est que ça pénalise la croissance économique. Étant donné que j'ai dit tout à l'heure que l'État était au devant de l'investissement public et national. L'État était au devant de la consommation. Parce que qu'on paye les fonctionnaires, ils consomment. Ça permet de faire tourner l'économie. Mais si l'État diminue ses dépenses d'investissement et de consommation, il faut que le secteur privé puisse venir suppléer et remplacer l'État pour jouer ces deux rôles. Assurer la consommation, assurer l'investissement. Malheureusement pour la Côte d'Ivoire, comme pour beaucoup de pays africains, le retrait de l'État n'a pas été suffisamment compensé par l'arrivée du secteur privé
africains et ivoiriens. Les taxes et les prix, il n'y a pas eu de certains prix. Donc la pauvreté n'a fait qu'augmenter. Et la misère, sans côté, tous les indicateurs macroéconomiques ont été affaiblis. Parce que les taxes et les prix, certains privés pour lesquels on a instauré la passe, parce que dans la tête du FMI, la Banque mondiale, ce qu'on appelle le consensus de Washington, la crise économique intervient à cause de la trop forte présence de l'État dans l'économie, de temps en été. Donc, il faut faire réguler l'État au profit de certains privés. Certains privés africains et ivoiriens ont été incapables de remplacer l'État en matière, surtout de création d'emplois, en matière industrielle. Donc, il y a eu l'économie a été toujours s'est enfoncée dans la crise. Donc, aujourd'hui, ce qui fait que, comme l'économie, la crise a continué, eh bien, tous les indicateurs macroéconomiques ont présenté des mauvais signaux. On a privatisé, on a réformé le système financier, on a fait pour contrôler les changes, on a essayé de relancer le commerce extérieur, ça n'a rien donné, ça n'a pas donné grand-chose. Donc, par exemple, le déficit budgétaire est maintenu à 12% du PIB en 1993. La question que nous sommes tentés de vous poser, vous êtes un pur produit du trésor public ivoirien. Comment le trésor public a pu s'adapter à ces différentes crises? Quel rôle le trésor public a eu à jouer le trésor public face à ces différentes crises? A essayé de payer toutes les dépenses de fonctionnement. Au moins, le trésor public a pu assurer le paiement des dépenses de fonctionnement. Et même une grande partie de la dette intérieure. La dette extérieure a été difficile. Maintenant, le trésor public a bien assuré l'essentiel. Avant d'arriver à une réponse, je vais dire que en 1993, on a compris que malgré toutes les mesures d'ajustement, les privatisations, les dissolutions des SODI, les diminutions des blocages des salaires, suppression des bourses, diminution des dépenses de fonctionnement, diminution des dépenses d'investissement, ça n'a pas donné grand-chose. De 1981 à 1993, on a appliqué 6 programmes d'ajustement structurel. Ça n'a pas donné grand-chose. La preuve, c'est que le déficit budgétaire est resté à 12% du PIB. La dette publique est passée de 87% du PIB en 1986 à 133% en 1990. La Côte d'Ivoire était surendettée. Le taux de change effectif réel s'est apprécié jusqu'à 40%. La Côte d'Ivoire l'économie ivoirienne était surévaluée. Donc, le taux de surévaluation de la Côte d'Ivoire, qui était de 31% en 1990, est monté à 32% en 1993. La Côte d'Ivoire était surévaluée. Donc, quand on parle de surévaluation, c'est-à-dire que le CFA coûte trop cher par rapport à nos capacités productives
des biens réels et d'exportation. Donc, quand une monnaie est surévaluée, ça pénalise les exportations et ça favorise les importations. Alors, on était obligé d'évaluer. Parce que quand un pays n'arrive pas à exporter et importe beaucoup, le pays ne fait que s'endetter. Et non, la balance des paiements est déséquilibrée. Ça joue sur le taux de change. Ça effraie les investisseurs. La Côte d'Ivoire étant dans ce cas, comme beaucoup de pays de l'UEMOA, est dans la zone franc en 1993. On était obligé en 1994 de d'évaluer pour que le taux de change, la valeur de la monnaie soit égale à nos capacités réelles d'exportation et de production des biens réels. Je ne sais pas si vous me comprenez. Parce qu'il faut une équivalence entre la valeur de la monnaie et votre capacité de production et d'exportation des biens réels. Notre monnaie est trop forte par rapport à nos capacités d'exportation des biens réels. On est obligé d'évaluer pour que les deux soient un peu équivalents. Et donc, la dévaluation a permis a fait descendre le taux de change de moins de 22% à 94. Donc ça a boosté les exportations. La monnaie est devenue la monnaie de CFA est devenue moins chère. Non, les produits ivoiriens étaient moins chers à l'étranger. Ça a permis d'exporter beaucoup. Ça a permis d'équilibrer la balance des paiements et ça a permis de lancer la production. Voilà un peu ce qui s'est passé. Ce qui fait que de 1994 à 1998, l'économie ivoirienne a repris la croissance économique grâce aux exportations. Parce que nos produits coûtaient moins cher à l'étranger. Donc on exportait beaucoup. Ça nous a beaucoup aidé au point de vue de la balance des paiements. Et à cela, ça a associé la phase facilitaire d'ajustement social renforcé, conduite par le FMI, par la Banque, par la BAC et par le Trésor. Le Trésor a beaucoup participé à ça. Autre chose, le Trésor a beaucoup participé au Pacifique. Le Pacifique, c'est le programme d'ajustement du secteur financier. Le Trésor a beaucoup participé à ça. Et moi qui vous parle, j'étais la direction sous-directeur à la direction du Trésor des affaires monétaires et bancaires. Nous avons tous participé. Nos services ont éminemment participé au Pacifique, au Pacifique. On a participé à tout ça pour essayer de comment gérer la dévaluation et les conséquences de la dévaluation pour qu'on puisse maintenir toujours un financement des exportations appropriées pour qu'on puisse garantir une relance de la croissance ivoirienne. Ce que nous avons pu faire de 1994 à 1998. Et ça a permis d'avoir un taux de croissance supérieur à 6%. Or, le taux de croissance était négatif de 81 à 90, à 93. À partir de 1994, on a monté à 6 et quelques pourcents de taux de croissance économique grâce aux exportations. Nous allons résumer comment le Trésor public, la contribution du Trésor public dans le développement économique de la Côte d'Ivoire de 1963. Vous allez vraiment résumer en quelques lignes des points clés. Comment le Trésor public a-t-il pu contribuer au développement économique de la Côte d'Ivoire de 1963 à ce jour, des points clés.
les points clés. Le trésor public a pu financer tous les dépenses de consommation que vous appelez fonctionnement de 60 à 80. Mais jusqu'aujourd'hui, certains suivis exclusivement par le trésor public, tous les dépenses de fonctionnement. Or, on sait que le fonctionnement, les salaires et autres, là, des subventions, ont des effets sur la croissance économique. Parce que quand les gens consomment, ça fait tourner les entreprises, ça développe l'économie. Deuxièmement, le Trésor a pu participer au financement des investissements. Parce que l'autre pendant des dépenses de l'État, c'est l'investissement après le fonctionnement. Le Trésor a pu financer avec la CIA et la CARTA, le Trésor a pu financer pendant 2 décennies l'investissement de la Côte d'Ivoire, l'investissement public. Quand, depuis 1980, la CIA et la CARTA n'ont pas survécu au programme d'ajustement structurel. Donc, dans les années, la fin des années 90, à partir de 97-98, la CARTA et la CIA ont été fondées au Trésor. Donc, le Trésor avait donc la totalité des ressources de l'État pour financer l'investissement et le développement. Or, nous savons que l'investissement public en Côte d'Ivoire a un effet attractif sur l'investissement privé. Les deux associés ont un effet attractif sur la croissance économique. Voilà un peu ce que le Trésor a pu faire. Au niveau du secteur financier, le Trésor public a pu contribuer à assainir le secteur financier en relation avec la BCEAO et la Commission de l'UEMOA. Le Trésor public a dirigé le Pacifique, le programme d'ajustement du secteur financier. Parce qu'avant les PAS, avant le programme d'ajustement structurel, le secteur bancaire connaissait beaucoup de difficultés à cause du non-respect des ratios prudentiels. Le secteur bancaire était plus ou moins géré de manière moyenne. Mais grâce au Pacifique, au programme d'ajustement du secteur financier dirigé par le Trésor et la BCEAO, on a pu assainir le secteur bancaire ivoirien. Les banques qui ne sont pas assez solides ont été dissoutes. Celles qui sont solides ont été maintenues. Donc voilà un ensemble de contributions du Trésor. Pour résumer, trois mots. Le Trésor a pu assurer le financement des dépenses de fonctionnement depuis l'indépendance jusqu'aujourd'hui, jusqu'en 2025. Le Trésor a pu assurer le financement d'une partie de dépenses d'investissement pendant 2 décennies. Pendant 3 décennies, une partie des dépenses d'investissement pendant 3 décennies, 1960-1990. À partir de 95-96, on a dissous la CIA et la CARTA pour reverser leurs ressources au Trésor. Le Trésor donc était devenu la caisse unique de l'État. Et le Trésor a pu financer des programmes d'investissement sûrs. Malgré les crises, et le Trésor a pu, au niveau du secteur financier, contribuer à assainir le secteur financier.
Voilà un peu l'ensemble d'activités faites par le Trésor. Ok, nous sommes au terme de notre... Alors, docteur, c'est juste pour le besoin du film aussi. Voilà, concernant la dévaluation. Bon, il y a des pays qui ont eu des facilités, par exemple, au niveau de la dévaluation, un pays comme le Comore. Pourtant, on a quand même une assise économique beaucoup plus forte, financière économique beaucoup plus forte que le Comore quand même. Mais ils sont allés ils ne sont pas allés à 100% comme nous, mais ils sont allés à 80%. Bon, aujourd'hui, on se demande, est-ce que le vrai combat, après près de 60 ans, ce n'est pas de penser à une véritable réforme de l'économie, en pensant à peut-être chercher de nous avoir une banque centrale, pas abattre forcément monnaie, mais à repenser notre système économique. Parce que tant qu'on restera dans le prêt à l'usure, dans le service de la dette, là on est reparti pour peut-être les mêmes effets sur 10 ans, de 20 ans avec le taux de la dette qui existe aujourd'hui. Alors, quand vous regardez avec votre expérience, est-ce que nous devons battre monnaie? Est-ce que nous devons chercher à avoir un CFA fluctuant, comme certains pays qui revendiquent aussi rester dans le CFA, mais ne pas avoir le même taux que le Niger, même la Mauritanie s'est retirée à sa monnaie, bon, elle se bat un peu. Qu'est-ce qu'on doit faire? Mais on ne peut pas continuer des recettes qui ne marchent pas tout le temps. Donc, en fait, moi, j'allais poser la question de savoir, parce que nous sommes au terme, mais je veux dire, la projection, Voilà, la projection pour maintenir la croissance économique de notre pays. En fait, un petit résumé, c'est cela. Je pense que ça, voilà, c'était la question que je la proposition, sachant de l'histoire, vraiment essayer de nous... La projection est simple. J'ai eu l'honneur de faire de communication au 4e congrès, non, au 3e congrès, au 4e congrès des économistes africains tenus à Dakar en 2013 et à Accra en 2015. La communication d'Accra a fait le bilan de la politique industrielle de l'Afrique de 1960 à 2015, de toute l'Afrique. Ma communication a porté sur ça. L'idée, c'est que depuis que les États se sont retirés de l'économie au profit de certains privés africains, certains privés étaient incapables de faire ce que l'État faisait en matière industrielle. Certains privés africains et étrangers ne font qu'investir dans le commerce des industries extractives et des BTP. En matière industrielle, parce que je dis que l'avenir de l'Afrique, ce n'est jamais dans les matières premières. Aucun pays au monde ne s'est développé en exportant des matières premières. Aucun pays au monde. Il faut passer à la phase industrielle pour transformer les choses. Or, l'industrie africaine est fondée sur quoi? L'industrie africaine, en matière industrielle, il y a 3 sous-secteurs. Il y a le secteur des industries extractives, où on tire le pétrole, les minéraux pour exporter. Industrie extractive. Le bois, les matières premières pour exporter. Industrie extractive. Puis il y a l'industrie des PTP. C'est que vous appelez l'infrastructure. Les routes, les ports, les aéroports, les échangeurs, industrie des PTP. Puis il y a l'industrie manufacturière qui transforme
la matière première en produit fini ou semi-fini. Ça, les industries manufacturières. Dans mon communication à Accra, j'ai démontré que l'Afrique s'est désindustrialisée depuis 1980. Parce que les États africains ont quitté l'économie, l'industrie africaine. Les États privés se contentaient de faire les industries extractives et les industries des PTP. Aucune industrie manufacturière. Prenez le cas de la Côte d'Ivoire, pour être concret, pour aider ce que j'ai dit. Depuis que l'État a quitté l'industrie ivoirienne, où est passé sans Ouno, qui transformait l'ananas en conserve, où est passé Confréville, où est passé Ouitexi, où est passé Cotivo. Rien. Quel secteur privé ivoirien a été capable de remplacer l'État pour réveiller Confréville? Tout le monde s'attache sur les infrastructures, les baies rouges, les minerais, on a fait des minerais. Tant que ce sera comme ça, l'Afrique ne va jamais se développer. C'est mon avis. C'est un avis scientifique qui a été accepté par les économistes africains à Accra en 2015. J'ai ma communication sur moi. Je peux vous donner ça ce soir même. Ce que j'ai dit à Accra en 2015. Ce que j'ai dit à Dakar en 2013. Aucun pays africain ne sera émergent tant qu'on va se contenter d'exporter les matières premières. Aucun pays africain, même pas le Nigeria, ne va devenir émergent. Bref, c'est spécifique ce que j'ai dit. Je suis un scientifique. J'ai dit ce que j'ai dit par mes calculs mathématiques. Aucun pays africain ne sera émergent tant qu'on va se limiter à importer la matière première. Aucun pays africain. Il faut donc le pays qui peut être industriel émergent, minimum, il faut attendre 2035. Si on fait ce que moi j'ai dit, si on transforme la matière première en produit fini ou semi-fini, tant qu'on va se limiter à exporter café, cacao, à faire des routes, des autoroutes, des ponts, on ne va jamais être émergent. Ça, c'est ma communication. C'est scientifique. Donc, les pays africains n'ont aucun intérêt à tirer les ressources du sol et du sous-sol pour exporter. Ils ont intérêt à créer des usines de transformation en matières premières. L'Afrique a le meilleur taux de croissance économique. Mais l'Afrique déverse plus d'immigrants dans la Méditerranée que tous les autres continents. L'Afrique a le meilleur taux de croissance économique. Mais l'Afrique est dernière en matière de développement. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est le PNUD. Et regardez tous les rapports annuels du PNUD et le rapport mondial. J'ai écrit un article qui va sortir dans notre trésorerie le mois prochain ou ce mois. Le trésorier, j'ai commandé un rapport, le rapport du FMI. J'ai dit ça. Tant que le FMI va se contenter de se limiter à suivre la dette des États africains, sans penser à financer le système manufacturier, le FMI perd son temps. Il y a que ça dans le trésor qui va se dire bientôt. Ce que je vais dire au final, il faut que l'Afrique choisisse. Le salut de l'Afrique passe par l'industrie de transformation des matières premières en produits finis pour créer des milliers d'emplois.
éviter que l'eau chaude à se jeter dans la mer, dans la Méditerranée. D'accord. C'est suicide. À cet effet, docteur, nous souhaiterions que vous lanciez un appel, parce que là, le trésor public est soixantenaire. Et donc, je vais dire ce film documentaire, nous souhaiterions que vous lanciez un appel. Le trésor public doit conseiller le gouvernement d'appliquer ce qu'ils ont promis dans le PND. Dans le PND, là, premier PND, on m'a insulté à Bassam. J'étais représentant de la société civile. J'ai dit que la Côte d'Ivoire ne serait pas une maison en 2020. C'est le calcul mathématique que j'ai fait. Que la Côte d'Ivoire ne serait pas une maison avant 2038. C'est mes calculs mathématiques. Ils sont allés dire qu'à Kabanyale, ministre de la Définition, que je suis mauvais, je suis aidé. Rends-moi les gens comme ça. C'est mathématique, c'est scientifique. Il n'y a aucun intérêt. Avec cadre du trésor a dit que la Côte d'Ivoire ne serait pas une maison. Mais en 2015, mais sur deuxième PND, heureusement, PND 2016-2020, le gouvernement a eu le courage de mettre dans le PND là. Regardez, PND actuel. Donc, faisait des taux de transformation des matières premières, produits finis et semi-finis. Ça, on voit ça comme. Dans le PND actuel, quand vous regardez la matrice, on est à la 4. Il faut que dans 10 ans, on ait atteint tout de transformation. Cacao, ça c'est mieux, c'est intelligence. Ça, c'est ce que moi je souhaite. Et j'ai demandé que dans les critères de conversion de lui et moi, comme de tous les pays d'Afrique, il y a à chaque année, à Addis Abeba, lui a droit de demander, vous Zambie là, vous Niger, vous êtes le premier producteur d'uranium en Afrique. Quel est votre taux, quelle est votre projection en transformation de l'uranium en énergie pour que 70% du Niger soit pas dans le noir? Il faut dire, poser des questions comme ça au Niger, même sur la Côte d'Ivoire. Vous êtes le premier producteur mondial de cacao. Quel est votre taux de transformation de cacao en chocolat dans 5 ans de 10 ans? On a posé la question à la Côte d'Ivoire, au Ghana, et ainsi de suite. Tant qu'on ne fait pas ça, qu'on fasse des limités, de faire industrie extractive, en traitement export, on ne va jamais se développer. L'Afrique sera toujours pauvre parce que la plupart, une bonne partie de la croissance économique est financée et exportée à l'extérieur. La Côte d'Ivoire a 7% de taux de croissance par année. Ça là, les Ivoiriens gagnent combien de temps? Total, Bouygues gagne combien de temps? C'est de ça qu'il s'agit. Donc, il faut que notre croissance soit, je dirais, passive, par l'industrie manufacturière. C'est ça qui est plus important. Voilà. Ok, depuis, lorsque nous étions petits, plus jeunes, on parlait d'autosuffisance alimentaire. Depuis le temps du président Feu-Boigny, on parlait d'autosuffisance alimentaire. Et aujourd'hui, après combien de décennies, on continue de parler d'autosuffisance alimentaire. Bon, votre point de vue là-dessus. Aujourd'hui, on achète bonbons pour aller au village. Le point de vue, c'est que les gens ne peuvent pas retourner à la terre. Les jeunes de maintenant, on parle de retour à la terre. Comment tu fais qu'un jeune qui a fait un BTS, tu joues déjà cabine téléphonique, retourne à la terre? Non, sont nombreux. Je pense que l'industrie manufacturière, elle va avoir la solution à tous ces problèmes. Regardez, dans le monde là-bas, et dans le Fouta Diamant, en Guinée, ils appellent ça Fouta Diamant.
Nous, en Côte d'Ivoire, on n'a pas ça, moi, on n'aime pas. Mais c'est la même chose. Il paraît qu'il y a des milliers de tonnes de fer dedans. Si la Guinée et la Côte d'Ivoire se mettent ensemble pour exploiter le fer de Monemba ou du Fota-Djano, il dit ça à Dakar. On peut fabriquer des millions de tracteurs pour mécaniser l'agriculture en Guinée et en Côte d'Ivoire. Là, nos jeunes auront le courage d'aller à la terre. Si ça ne vont pas des machines pour mais si vous ne pas marcher d'abord pour travailler, quelqu'un va faire ça. Oh, nous avons des milliards de tonnes de fer dans le monde ou dans le Fouta-Djano. Voilà. Il suffit que la Côte d'Ivoire, la Guinée décide de faire ça. Notre agriculture guinéenne, comme il va, ça va mécaniser partout. On va avoir le tracteur de tout. Et les gens auront le courant de la terre. Parce qu'ils savent qu'ils ne vont pas le tracteur pour travailler. On a un ensemble de choses. L'Afrique a tout. Il suffit qu'on le fait. On a tout. Voilà. Ok, nous sommes au terme de notre entretien. Votre mot de fin relativement ce centenaire du trésor. Le mot de fin, le trésor doit essayer de voir comment aider à diminuer, à encourager le crédit bancaire, comment aider le trésor et la BCO à encourager le crédit bancaire, que les banques soient moins rigides en matière d'attribution de crédit au secteur privé. Deuxièmement, le Trésor doit essayer de voir comment aider le pays à mieux mettre l'accent sur le financement de l'industrie manufacturière. Pas seulement les industries extractives, mais l'industrie manufacturière. Pour transformer. Ok, patron. Nous avons dit le trésor public soixantenaire. Donc, je veux dire quelles sont les perspectives pour un trésor public excellent. La perspective, le trésor public a une vision d'excellence. C'est une très bonne chose. Très peu d'administrations ivoiriennes y pensent ou y a appris cela. Mais le trésor pourrait aller plus loin en matière macroéconomique. Comment le trésor peut aider en relation avec la BCAO et la Commission bancaire à s'oublier les conditions de crédit au secteur privé. Que le secteur privé puisse avoir des moyens de financer ses activités de création d'emplois et de production, être plus compétitif. Première chose. Deuxième chose, le Trésor pourrait utilement conseiller le gouvernement de mettre plus l'accent sur les industries manufacturières pour transformer les matières premières en produits finis et semi-finis. Parce que le salut de la Côte d'Ivoire, comme de toute l'Afrique, n'est pas dans les exportations de matières premières. Ça réside dans la transformation des industries manufacturières, des produits finis, des matières premières en produits finis et semi-finis pour générer des millions d'emplois pour les jeunesses. On a deux axes pour lesquels, un, assouplir les conditions de crédit bancaire pour booster le secteur privé. Deux, financer davantage
le secteur, l'industrie manufacturière. Et si le secteur privé ivoirien n'arrive pas à le faire, l'État ne doit pas avoir de complexes. L'État lui-même, quand bien même nous sommes en économie libérale, l'État lui-même peut s'engager résolument dans le financement budgétaire de l'industrie manufacturière pour créer des millions d'emplois. On est presque. Ok. Votre mot à l'endroit des instances de décision du Trésor public? C'est remercier le DG, tous les DG qui sont succédés, qui ont fait que le Trésor aujourd'hui est une organisation qui se rapproche un peu de la référence. Tout le monde regarde le Trésor public avec admiration. Il faut que ça continue. Mais pourquoi le Trésor aujourd'hui, vu son impact, vu son autorité, le Trésor sera une des fois très audible auprès des pouvoirs publics. Donc, que le Trésor puisse conseiller au gouvernement, au pouvoir public, les deux choses que je viens de dire. Un, assouplir les conditions d'attribution de crédit au secteur privé national. Deux, mettre l'accent sur le financement de l'industrie manufacturière. Si ça vient de Trésor, je pense que les pouvoirs publics seront plus audibles. Puisque le Trésor est très respecté par son parcours et par ses visions, très respecté par les autorités. C'est ce que je voulais dire. Nous vous remercions, patron. Ok, merci beaucoup. Merci.